J'ai l'impression que la différence entre un artiste et un artisan, c'est quand le produit parle pour l'artisan. Alors que pour un artiste, c'est souvent l'artiste qui doit expliquer son concept. Hello, c'est Laurent. Et la voix que tu viens d'entendre, c'est celle de Lucas Bessard. Il y a quelques mois en arrière, je ne le connaissais pas du tout. Et c'est en lisant un article à son sujet que j'ai eu un coup de cœur pour cet artisan. J'ai découvert un homme simple, humble et honnête, qui ne se prend pas la tête. Effectivement, il est tout le contraire d'un artiste. Sans trop réfléchir, je décide de l'appeler pour lui proposer une interview. Il hésite, mais il accepte rapidement, tout en précisant qu'il n'est pas très bavard et qu'il faudra peut-être lui tirer les verres du nez. Bienvenue au cœur de la création. Je décide de relever le défi, mais c'est avec une certaine appréhension que je me rends dans le petit village de Cuarnan pour retrouver Lucas dans son atelier. Ok, pour remettre un petit peu dans le contexte, donc tu fabriques des skis avec un noyau en bois, donc de manière très, très artisanale. Après, c'est pas rustique, ça reste quand même très moderne comme ski, mais il y a quand même cette matière. T'as quand même ce côté très manuel où tu aimes travailler le bois et puis. Oui, tout à fait. Le cœur du ski, c'est un noyau en frêne. Ce que j'avais envie de faire et essayé de faire, c'était d'utiliser en fait les matériaux qu'on utilisait pour fabriquer les premiers skis, puis d'allier ça avec les nouvelles technologies qu'on a actuellement. Je trouve c'est toujours intéressant de voir ce qu'on savait faire dans le passé et d'essayer de comprendre pourquoi on le faisait comme ça. Et souvent, il y a des raisons bien particulières. Par exemple, on utilisait du frêne parce que justement, c'était un bois qui avait des super propriétés mécaniques. Et puis qu'on en trouve plein partout dans nos forêts, même s'il est un petit peu menacé maintenant, parce qu'il y a des bactéries, je crois, qui dégradent une partie des frênes de nos forêts. Après, c'est pas une passion qui vient nulle part, parce que tu as toujours aimé travailler avec le bois. Adolescent, je crois que tu aimais faire tes planches de skate en bois. Ouais, le bois, c'est, je sais pas, c'est quelque chose d'assez fascinant. Déjà, en fait, les arbres, j'ai l'impression qu'on leur donne une certaine forme de respect. C'est quelque chose qui est vivant, mais qui traverse un peu le temps. Et c'est quelque chose, c'est difficile à dire, mais ça m'a toujours touché, en fait. Je me suis toujours senti bien dans la forêt. Et il y a quelque chose d'apaisant. Et du coup, travailler le bois, c'est un petit peu magique parce que c'est chaud, c'est vivant, ça se déforme, ça travaille en fonction de la température, de l'humidité. Et du coup, je trouve que ça, c'est super intéressant. D'ailleurs, ton entreprise s'appelle Wood Spirit, donc c'est vraiment ça, l'esprit du bois, comme si... Est-ce que tu as l'impression que le bois te répond d'une certaine manière? C'est une manière très, très vivante. Ouais, Wood Spirit, c'est arrivé un petit peu naturellement. C'est difficile à expliquer pourquoi, en fait, j'ai pas vraiment les mots. Ouais, c'est relaxant, en fait. Le bois, c'est relaxant pour moi. En fait, c'est naturel, c'est juste là, je trouve pas le bon mot. Après, il y a des noms qui sont évidents, hein. Je pense que ça s'est imposé à toi. Et puis, si ça fonctionne, si ça te parle, il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'études, hein. Non, c'est vrai. Et en parlant d'études, donc toi, de formation, tu es ingénieur en agroalimentaire. Ouais. Du coup, moi, j'ai vécu dans une fromagerie presque la moitié de ma vie, ou même plus. Donc, mon père est fromager et moi, avec ma famille, on a grandi en dessus de la fromagerie. Du coup, j'ai toujours été baigné un peu dans l'artisanat et puis la transformation de matière. À la fin de mon gymnase, je savais pas trop quoi faire. Du coup, on m'a parlé en fait de cette école d'ingénieur en agroalimentaire. Ça m'a beaucoup parlé. J'ai adoré mes études. C'était vraiment très intéressant.
petite école à Sion où vraiment c'était assez épicurien. Chaque prof bricolait un petit peu à la maison. Il faisait du vin, il nous faisait goûter pendant les cours. Enfin, c'était vraiment une super ambiance. Et j'avais pas vraiment réfléchi en fait aux débouchés qui allaient se présenter à la fin de mes études. Je suis parti en voyage et après je devais chercher du boulot et la suite logique c'était d'aller dans l'industrie, c'est là qu'il y avait du travail. Ben je cherchais un peu du boulot mais sans vraiment avoir la conviction que j'avais envie de faire ça. Et à côté j'ai toujours un petit peu bricolé, du coup je faisais du ski, c'était une autre de mes passions. Et j'ai cassé une paire de skis et je me suis dit comment c'est fait une paire de skis et est-ce que je suis capable de reproduire, de faire une paire de skis avec les outils que j'ai à disposition et puis c'est un petit peu comme ça que ça a commencé. Et puis évidemment c'était l'idée de les faire en bois. T'as toujours eu cette curiosité pour essayer de comprendre les choses. Oui, je pense que oui, ça fait partie de moi. J'ai le cerveau qui fulmine un peu et du coup l'artisanat c'est quelque chose qui me fait du bien parce que ça me calme un peu et puis en fait je suis dans ce que je fais et puis j'arrête de réfléchir et du coup je pense que ça me fait du bien, ouais. Donc la curiosité, mais des fois on peut se faire un peu gagner par ça et du coup de se poser et puis justement on revient à travailler les matières premières comme le bois et ça me fait du bien. Tu dirais que tu as un caractère assez... Enfin, tu es dans l'action, bien tu as besoin quand même de réfléchir à tes projets pour avant de les concrétiser. Je dirais que je suis assez fonceur, ouais. J'y pense et puis assez vite je dois réaliser parce qu'au final ça me suffit pas de juste y réfléchir. Et, enfin j'ai l'impression que c'est que en faisant qu'on se rende compte où sont les difficultés, qu'est-ce que ça implique. On peut imaginer plein de choses, on n'arrive jamais à imaginer la réalité en fait. Alors, j'ai vu dans un article, tu disais que tu avais commencé plus ou moins l'hiver, c'était 2014-2015. Ouais, les Ouais. premiers skis que j'ai fabriqués, ouais. Ouais. Tu parles de différentes coïncidences, concours de circonstances. Est-ce que tu peux un petit peu m'expliquer comment ça a démarré? Parce que tu t'es aussi déchiré les ligaments, puis tu t'es retrouvé à pas savoir quoi faire. C'était cet hiver-là ou bien? Ouais, oui, c'est vrai que j'avais un peu oublié ça. C'est très bien renseigné. Je me suis déchiré les ligaments et c'est vrai que c'était un peu coup dur pour moi. Enfin, j'avais jamais eu de blessure vraiment auparavant. Du coup, je me suis un peu dit ah ouais, en fait, la santé c'est quand même important. Je pouvais plus faire ma passion qui était le ski. Et là, je me suis dit waouh, en fait il faut rebondir et puis enfin j'ai vraiment je pense eu un coup de mou. C'était un peu la première fois que je me suis dit attends s'il se passe quelque chose et tu peux plus faire ce que tu faisais avant et ça a pris pas mal de temps avant que j'ai pas pu me faire opérer tout de suite. Donc en fait j'ai eu des cannes pendant un moment. Ensuite j'ai récupéré, je pouvais donc marcher mais je pouvais pas faire trop de sport. Et je me suis fait opérer après 6 mois où j'avais plus ou moins récupéré. Et du coup, après l'opération, c'était reparti pour de la rééducation. Et finalement, j'ai traîné un peu cette blessure pendant, ouais, je dirais 1 année ou même plus. Du coup, ça m'a permis d'avoir un peu une autre vision et puis d'essayer d'adapter ce que je pouvais faire. Donc, j'ai commencé un peu à réfléchir à bricoler un peu plus dans l'atelier. Je me suis fait un bus camping pendant ce temps-là. Et puis, le projet en parallèle, c'était les skis. Et les circonstances, enfin les coïncidences, c'est je savais pas trop quoi faire, je cherchais du travail, il y a rien qui venait. J'avais fait une paire de skis comme ça.
Il y avait une journaliste qui était venue à la laiterie pour toute autre chose. Puis en fait, elle avait vu cette paire de skis, puis elle m'a dit waouh, c'est quoi, c'est super, c'est toi qui fais. Et puis du coup, on a un petit peu discuté. Puis elle me dit ah mais c'est incroyable, ça il faut développer et tout ça. Puis je dis ah mais ça intéresse quelqu'un et du coup ça m'a un peu poussé. Et après, en fait, c'était un peu, tout était facile en fait. Je demandais quelque chose à quelqu'un, tac, il était intéressé, il me donnait un coup de main. Ensuite, il y a eu la rencontre avec Nicolas Falquet, donc freerider d'Irma Record, que je lui ai posé la question s'il pouvait tester mes skis. Il y a tout de suite eu un super contact. Il est venu à l'atelier, on a un peu discuté, puis il était avec une marque de ski. Et 2 semaines après, en fait, il me dit ah écoute, j'ai envie de faire l'aventure avec toi. Et il a lâché sa marque de ski. Puis moi, j'avais pas vendu une seule paire de skis. J'avais vraiment peut-être 4-5 skis que j'avais fait. Et puis c'était vraiment pas au point. Et puis il m'avait dit ah t'inquiète pas pour ça, c'est pas ça qui m'intéresse. Et enfin c'est plus l'aventure. Et du coup, il y avait plein de petits signes qui me disaient ben t'es sur la bonne voie parce que c'est stimulant, c'est facile, puis ça évolue dans le bon sens. Donc je me posais pas trop de questions. Mais pour comprendre le début, c'est toi qui es venu vers Nicolas Falquet pour lui demander qu'est-ce que tu penses de mes skis, ou ça s'est passé comment? Ouais, exactement, ouais. Moi, je connaissais pas du tout. Je connaissais pas vraiment le milieu du ski. Regarder du sport à la télé, ça me passionne pas vraiment. Et du coup, je suis allé au festival du film au Diableret. Et puis, il y avait justement ces 2 frères qui venaient des Marécodes, donc presque la vallée d'après, qui avait l'air d'être accessible et puis rigolo, et puis qui était assez déconneur. Du coup, je me suis dit, j'essaie de les contacter par les réseaux sociaux. Et là, premier contact, il me dit, ton projet, ça m'intéresse, mais j'ai pas le temps en ce moment. Reviens vers moi avant l'hiver. Et puis finalement, je l'avais relancé. Il m'avait un peu dit, c'est pas le moment, mais il faut vraiment qu'on se voie. Du coup, on s'était revu l'année d'après au Festival du film. Et puis là, il y a eu super contact. Et puis c'est un peu comme ça que ça a commencé. Et là, tu avais déjà confiance en ton ski, dans la fabrication, ou bien est-ce que t'as beaucoup appris sur le tas? Ah non, c'était complètement freestyle. C'était je savais pas du tout ce que je faisais en fait. J'avais juste envie. Ça fait beaucoup et du coup j'ai l'impression que les gens qui m'ont tendu la main voyaient que j'avais cette envie-là et je pense que ils ont été touchés et du coup ils se sont dit si on peut faire un petit geste pour l'aider, allons-y. Alors, dès le début, tu as fait tes prototypes, puis tu as dit à Nicolas Falquet, essaye, puis tu me redis. C'est un petit peu ça? C'était un peu ça le but, en fait. Je l'ai contacté pour qu'il me fasse un retour un petit peu pour voir où j'en étais, quoi. Juste si j'arrivais à faire quelque chose qui était skiable ou pas. Moi, j'avais essayé mes skis, mais voilà, on n'est pas forcément le plus objectif. Et puis, je me suis dit, faut que je trouve quelqu'un qui est un peu professionnel là-dedans pour me faire un retour. Et puis, moi, j'avais pas dans l'idée qu'il devienne mon ambassadeur, enfin l'ambassadeur de la marque. Et puis, en fait, c'est lui qui arrivait. En fait, ça tombait plutôt bien. C'était la fin de sa carrière, plus ou moins. Et puis, du coup, il avait tourné sur toutes les marques et tous les skis. Et il avait besoin d'un autre challenge. Et du coup, en fait, c'est lui qui m'a proposé de m'aider à faire le développement et puis un petit peu la commercialisation et puis le côté marketing et visuel. Après, pour le côté technique, je crois que tu es aussi allé frapper à la porte de Henri Niedecker, donc des snowboards Niedecker. Ouais, ça c'était... C'était aussi assez au début? C'était tout au début, ouais. Du coup, j'ai vu qu'ils vendaient un petit peu de matériel pour fabriquer des snowboards. Et du coup, je suis allé négocier des machines à roll. Et Henri Niedecker, lui, je pense qu'il était à la retraite. Ouais, il était de loin à la retraite, mais j'ai retrouvé en le regardant, enfin en discutant un peu avec lui, j'ai retrouvé un
un enfant qui avait les yeux qui pétillent en parlant de ses snowboards. Je regardais ses mains, il avait les mains toutes pelées parce que je pense qu'il avait fait de la résine depuis je sais pas combien de temps. Enfin, je voyais que qu'il était vraiment passionné par ça, puis qu'il avait mis les mains dans le cambouis et enfin j'ai été touché par ce personnage. Du coup, il m'a donné un peu des conseils qu'il avait et voilà. Alors progressivement, tu as appris vraiment comment faire un ski dans les règles de l'art, vraiment avec toutes les spécificités. Ça se fait au cours du chemin. C'est-à-dire que encore maintenant, je développe les skis et je essaie de trouver des solutions. Donc c'est vraiment, il y a des choses que j'ai peut-être pris 4-5 ans avant de trouver une solution, quelque chose qui fonctionne. Et c'est un peu des casse-têtes où finalement on y réfléchit un peu tout le temps, on se dit, on essaie de se renseigner, de faire des tests, de trouver des moyens et c'est assez stimulant d'essayer. Et puis surtout quand on prend autant de temps pour trouver une solution, quand on y arrive, c'est génial. C'est un petit puzzle à résoudre à chaque Exactement, fois. ouais. C'est vrai que ce que j'ai toujours dit, c'est que le jour où en fait il y a plus de challenge, il faut que je fasse autre chose parce que ça veut dire que je m'amuse plus. Après, tu l'as dit, c'est un petit peu un marché de niche quand tu fais des skis sur mesure. Enfin, t'as différents modèles et puis le client vient vers toi et puis il te dit, j'aimerais ce modèle, mais il te dit exactement ce qu'il veut au niveau autour de la rigidité du ski que définition. Donc, ça te convient d'avoir ce marché de niche où c'est sur mesure, quoi. T'aimerais pas le vendre en magasin, tu l'as déjà dit, quoi. Ouais, ce qui est intéressant pour moi, c'est de faire des skis sur mesure, c'est-à-dire du coup, c'est pas des séries. Chaque ski est unique et l'envie que j'avais en fait c'était ce que je trouve qui est intéressant c'est d'avoir un échange avec la personne qui skie directement et puis d'essayer aussi de sensibiliser au fait que pour un ski pour toute matière ou tout produit qu'on achète, mais en fait il y a un travail derrière, il y a des matériaux, il y a du temps. Et puis du coup, de faire venir les gens à l'atelier, de leur montrer comment c'est fait, de les intégrer un petit peu à la production, à la fabrication, et ça donne une autre dimension en fait au produit. Et du coup, j'ai l'impression que ça lui donne une autre valeur. Et des fois, j'ai un peu l'impression qu'on oublie et qu'on consomme sans se rendre compte de qu'est-ce que ça implique. Et du coup, c'est pour ça que moi, je trouve que c'est super important de faire les choses. Parce que c'est que là qu'on se rend compte de l'énergie qu'il faut mettre pour obtenir, par exemple, une tomate ou, je reviens à l'alimentaire parce que je trouve que c'est un petit peu dommage parce que c'est des biens essentiels et finalement on les néglige et puis on n'a pas vraiment de respect et pour les travailleurs et pour la terre et des fois son propre corps vu qu'on consomme n'importe quoi. Oui, on perd le lien avec tout le processus. On sait plus d'où ça vient, comment c'est produit et tout le travail qu'il y a derrière. Exactement, ouais. Justement, j'avais envie de recréer le lien avec les personnes qui vont skier directement. Ouais, c'est une collaboration entre toi et le client. Oui, exactement. Et est-ce que tu as un client type? Tu arrives à dire qui sont tes clients? Je dirais pas, j'ai pas vraiment de client type, mais ces derniers temps là, je dirais cette année, le client type c'est un cadeau pour un mari. Ah, ok, Ouais. joli. Ouais. C'est une femme qui veut offrir un cadeau à son mari pour ses 40, 50, 60 ans. Est-ce que, à quelque part, tu as l'impression que c'est un produit de luxe,
Le fait que ce soit sur mesure? Oui, je pense que c'est un produit de luxe au vu du prix et du temps que ça prend et qu'on peut en fait trouver des skis à 300 francs sur le marché. Après, je pense qu'en Suisse, on produit quelque chose en Suisse, on est obligé de partir un petit peu dans les produits haut de gamme. Pour qu'on ait une idée, ça tourne plus ou moins autour des 2000 francs pour une paire de skis. Ouais, le premier prix, c'est 2200 francs, sans personnalisation. Alors forcément, on se dit, ouais, mais c'est cher, mais tu mets combien de temps pour produire une paire? Disons, combien de temps est-ce que tu prends pour tout le processus, du moment où est-ce que le client commence à échanger avec toi, dire plus ou moins ce qu'il veut, puis après tu dois commencer à produire le ski. C'est un processus qui s'étale sur combien de temps? Ça dépend des clients. Ça dépend des clients. Non, je dirais, de fabrication, il faut à peu près 20, 30 heures. Et après, d'échange avec les clients, bah, c'est vrai que ça dépend. Bah, plus j'ai d'expérience, plus je sais aussi les guider. Et puis, j'ai remarqué que quand on donne trop de choix, et ben, on peut se perdre. C'est important de bien communiquer pour essayer de comprendre les besoins du skieur. Aussi, ben, que moi, je puisse leur dire, ben non, ça, c'est pas possible. Ça fonctionne pas. Ça, c'est trop compliqué ou c'est infaisable. Du coup, plus on a d'expérience, plus c'est facile à avoir un dialogue clair et précis. Est-ce que tu dois prendre du temps pour expliquer, pour justifier ce prix, ou bien est-ce que les clients qui viennent vers toi, ils comprennent? Les clients qui viennent vers moi, ils sont tout à fait, enfin, je dirais qu'ils sont au courant du prix, d'une paire de skis. Parce que, en fait, ben, ici, on est à Quarnan, donc c'est pas une zone alpine ou de passage. Donc, en fait, les gens qui viennent ici, c'est ils sont déjà dans le processus. Enfin, ils ont déjà passé le cap de dire, ah, c'est cher, c'est pas cher. Enfin, ils sont déjà dans une autre réflexion ils ont déjà accepté, en fait, que les prix et la pratique que je propose. C'est pas, c'est pas comme si j'avais, enfin, des fois je fais des ski tests ou comme ça. Du coup, là, c'est plus des gens qui sont de passage. Puis là, des fois, les gens peuvent se dire ah ouais, c'est cher. Après, quand on leur dit le nombre d'heures ou, en fait, ça dépend. Je dirais que ça dépend tout de ce que font les gens. Genre les personnes qui sont dans c'est un peu cliché, mais les personnes qui sont dans la matière ou dans le travail des secteurs primaires et secondaires, ben ils ont une petite notion de qu'est-ce que ça vaut une heure de travail, qu'est-ce que ça vaut du bois, de la résine, enfin pas forcément de la résine spécifique, mais ils ont une idée de ce que c'est une heure de travail en Suisse. Et d'autres personnes sont scandalisées parce que peut-être ils ont pas ce contact avec la notion de chiffre, ou je sais pas. Et pour toi, est-ce que ce prix est juste, ou bien est-ce que c'est vraiment un projet de passionné, ou t'es un petit peu sous-payé? Je dirais que mon prix, il a évolué depuis 7 ans, hein, et au tout début c'était 1000 francs, ensuite 1600 francs, et puis finalement 2200 francs. Et je tournais pas avant, et du coup j'ai repris exactement mes charges, le temps que ça me prenait de faire une paire de skis. Et là c'est le prix juste en fait pour que je gagne ma vie en faisant une paire de skis. Ouais, donc tu es à l'aise avec ce prix par rapport au travail qui est derrière, par rapport à la qualité du ski. Exactement, ouais. Oui. Je pense que je suis pas cher par rapport au prix que je vois qui est pratiqué au taux horaire de, de certaines professions. Ah ouais, faut pas trop réfléchir au prix à l'heure, sinon Non, on se pose trop de questions. exactement. Mais justement, en ce moment, c'est un petit peu compliqué de tourner avec ce genre de projet. Donc, tu as dû un petit peu te résoudre à travailler à côté pour pouvoir payer tes factures, finalement. Oui, c'est vrai que ça fait maintenant, ça va être la septième saison. J'ai mis beaucoup d'énergie, beaucoup de temps dans ce projet. Ça m'a porté énormément.
j'ai fait des super rencontres, j'ai découvert plein de choses et c'était ça un peu mon salaire. Et maintenant, j'ai 33 ans. J'ai envie de me stabiliser un petit peu plus, possiblement créer une famille. Et du coup, tout seul, ça fonctionne. Enfin, ouais, je vivote entre guillemets, mais j'ai pas de grands besoins. Mais si j'ai envie de fonder une famille, je pense que c'est nécessaire que j'ai une rentrée d'argent à côté. Et puis aussi, là, je suis un peu fatigué du manque de stabilité, de vision un petit peu plus long terme. Tu as besoin d'avoir ce revenu régulier pour pouvoir penser à l'avenir et puis être un petit peu plus calme, plus serein. Oui, exactement. Ouais. Ouais. Donc ça reste un projet qui est d'actualité, mais que tu as mis un petit peu de côté. Mais si on veut te commander des skis, c'est toujours possible. Oui, tout à fait. Ouais. Non, c'est juste que là, j'ai un petit peu. Je sais pas si je me voilais la face ou pas avant, mais là, je me suis avoué à moi-même que pour vivre, ça va pas suffire. Du coup, il faut que j'ai une alternative. J'ai vécu en coloc, dans des campings, et du coup, voilà, j'avais peu de loyer ou voire pas de loyer. Et puis, maintenant, j'ai un loyer, et du coup, des charges, et je me rends compte que il faut grandir aussi un petit peu. Tu as vu un petit peu de la pression de la part de ton entourage qui t'ont dit ouais, Lucas, est-ce que t'en es ou bien est-ce que c'est ta décision? Non, je crois pas que j'ai eu de pression. C'est sûr que il y a eu beaucoup d'inquiétude au début. Après, je m'en suis toujours sorti. Enfin, je me débrouille. Je sais très bien que si nécessaire, je peux travailler, faire des heures à gauche, à droite. J'ai aussi une formation en agroalimentaire. Enfin, c'est possible de trouver du travail. Après, je crois que c'est plus moi qui avait besoin de stabilité, ouais. Et qu'est-ce qui te manquerait pour que ça démarre vraiment, pour que tu puisses faire que ça? Est-ce que En c'est... fait, je crois que j'ai pas envie de faire que ça. C'est j'ai envie de le garder comme je l'entends, c'est-à-dire de pas me travestir et pas devoir faire des choses que j'ai pas envie et puis de en fait brader mon produit, pas brader mon produit, mais j'ai envie de faire ça plus sereinement, dans le sens où je choisis si j'ai pas envie de faire quelque chose, je le fais pas, que j'ai pas d'obligation. Et puis que tu puisses refuser si ça te plaît pas. exactement. Et ça, je pense que c'est chouette. Si on peut le faire, je pense que c'est chouette. Et aussi, j'ai l'impression que ça peut donner plus de valeur au produit, en fait. Que quand on est dans le besoin, les gens le sentent. Et puis, des fois, ça détériore un petit peu le travail. Donc, ouais, t'as pas besoin de faire des compromis, tu peux dire non et puis, Exactement. ouais, tu es libre, ouais. Ouais, oui, c'est ça, c'est exactement, c'est une forme de liberté. Je pense que c'est ça que j'ai besoin, ouais, une liberté financière pour garder mon éthique. Très bien, parce que moi j'allais dire, ouais, il faut peut-être que tu recherches des partenariats ou bien... J'ai pensé à pas mal de choses, et puis d'aller dans l'ultra luxe, d'aller toquer à des portes des grandes enseignes, de faire plein de choses. Puis en fait, je me disais, mais à quoi bon de faire ça? C'est pas toi, c'est pas ton truc, c'est pas ton milieu, reste libre de faire ce que tu as envie. Et je crois que ça me plaît bien. Donc tu te vois faire ça encore aussi longtemps que possible? Oui. Et puis, comme j'ai cet été un journaliste qui est venu, qui faisait une série sur des artisans. Il allait prendre cinq artisans dans leur atelier. Puis, du coup, j'étais un peu en pleine réflexion. Puis j'avais posé la question comment ils faisaient pour vivre les autres artisans. Et puis, en fait, ils me disaient qu'ils avaient tous quelque chose d'autre à côté.
ou bien que c'était des personnes qui avaient 70, 80 ans et qui continuaient leur artisanat, mais que finalement, qui n'étaient plus vraiment actifs. Et du coup, je me suis dit, ben, si tu veux garder cette activité telle qu'elle est, ben, il faut peut-être travailler dans autre chose et puis garder ça intact. D'ailleurs, est-ce que tu te vois comme un artiste avec ce côté créatif qui est très présent, ou est-ce que c'est avant tout du savoir-faire, le côté technique? Non, moi je sais pas pourquoi l'artiste, j'ai un peu l'impression que c'est un côté péjoratif là-dedans. Enfin, je vois quand on me parle d'artiste, j'ai l'impression que c'est toujours des concepts, beaucoup de mental. Que c'est tout dans la tête, c'est que de l'abstrait à quelque part. Des fois, enfin, après c'est pas toujours le cas. Mais non, moi je me considère pas du tout comme un artiste. Moi je me considère comme un artisan qui crée des biens, et j'ai l'impression que la différence entre un artiste et un artisan, c'est quand le produit il parle pour l'artisan. Alors que pour un artiste, c'est souvent l'artiste qui doit expliquer son concept. Et j'ai eu un peu cette réflexion parce que j'avais été c'était l'association des métiers d'art, et c'était à Genève pendant en gros, c'était c'était à Palexpo où il y a plein de galeries d'art qui présentent, et puis il y avait une petite partie qui était dédiée à cette remise de prix des artisans d'art. Je trouvais que c'était rigolo le contraste entre ce bling bling et puis en fait cette remise des prix qui était assez sobre, et puis finalement où je me suis entendu avec les gens qui étaient là, parce que c'était des gens qui touchaient la matière et qui étaient juste simples, j'ai l'impression. C'est pas, mais après je crache pas du tout sur les artistes. Je trouve que c'est chouette, mais je me considère pas du tout comme un artiste, non. Ok, ouais, ça me va aussi. Hein. Et qu'est-ce que tu aurais comme rêve? Est-ce que parce qu'il y a toujours des projets qui te poussent, tu as envie de t'améliorer. Est-ce que si on te donnait plus de moyens, est-ce que tu ferais autre chose? Toujours par rapport au ski. Plus de temps et plus d'argent. Bonne question. Ou est-ce que tu contacterais d'autres personnes? Non, ce que j'aimerais bien faire, c'est peut-être plus de collaboration. Peut-être justement avec des artistes. Et en fait, essayer plus de choses. En fait, ce qui me plaît, moi, c'est le développement. Et du coup, évidemment que quand on fabrique des skis, on peut pas, quand on fabrique des skis pour des clients, on peut pas essayer de nouvelles choses, parce qu'il faut que le ski il fonctionne. Et du coup, si j'avais plus de temps et d'argent, en fait, je ferais que des prototypes. Plus le côté recherche, alors Voilà, vraiment exactement. essayer des choses. Mm-hmm. En fait, peut-être je suis un artiste. Mais est-ce que tu aimerais aussi travailler avec d'autres freeriders pour avoir d'autres retours aussi? Je pense que ça, ce sera intéressant. Après, quand je disais d'autres personnes, c'est plus d'autres personnes qui sont dans la matière, enfin dans l'artisanat, ou enfin je trouve que c'est intéressant d'échanger avec les gens qui ont un savoir-faire. Après le ski, c'est un savoir-faire, mais un savoir-faire de création. D'accord, dans d'autres domaines qui sont, mais toujours dans la fabrication. Ouais. Ou dans l'esthétique, ou des gens inspirants. Très bien. Écoute, je te souhaite plein de belles choses pour la suite et que ça continue comme ça. Merci. Donc, on peut suivre ton travail sur ton site personnel, donc woodspirit.swiss en anglais. Oui, exactement. Avec toutes les infos. Et puis, je pense que tu es aussi un petit peu sur les réseaux sociaux. Oui, sur Instagram, Woodspirit Ski.
puis Facebook. Ok. Je sais pas le nom de la page. Non, mais Wood Spirit, ça doit être ça. D'accord. Alors, bonne suite. Beaucoup de poudreuse pour toi. Merci, ouais. Et puis, beaucoup de plaisir dans ce que tu fais alors. Merci à toi. Allez, à tout bientôt alors. Ciao. Ciao. Merci de nous avoir écoutés. Cet épisode a été réalisé et produit par Puissant Bazar, donc par moi, Laurent. Ma liste d'invités est pour l'instant un peu courte. Alors si tu as en tête quelques noms d'artistes que je pourrais inviter, ou si toi-même tu aimerais participer à l'émission, envoie-moi un message à laurent@puissantbazar.ch. Je reviens dans un mois avec une ou un nouvel invité. D'ici là, prends soin de toi et à tout bientôt.